Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans On se dit tout. Les adultes, et j'entends par là ceux qui travaillent depuis longtemps, prennent souvent de haut ceux qui démarrent dans le cursus professionnel, les accusant et leur reprochant de ne pas avoir un réel projet professionnel, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on a 15 ans, 18 ans, 20 ans, est-ce qu'on sait où l'on peut être professionnellement à 40 ans? Eh bien, selon les spécialistes, oui. Alors, comment y arriver? C'est ce que je vous propose en détail dans quelques instants, dans son numéro d'aujourd'hui. Choisir sa vie professionnelle pour ne pas la subir. C'est ce que je vous propose en détail aujourd'hui avec deux spécialistes, Asma Chawqi, coach scolaire et spécialiste en développement personnel, et Mariam Sbehi, spécialiste en RH et recrutement. Mesdames, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci d'être là. Merci. Alors, avant de démarrer vos conseils, recommandations en tant que spécialiste, en tant que professionnel, je vous propose d'abord ce que pensent différents jeunes rencontrés par notre équipe d'Abidjan du projet professionnel. Est-ce que nos jeunes réfléchissent et pensent au projet professionnel et s'ils le construisent ou pas? On y va. J'aimerais bien ouvrir une entreprise de transit et en même temps je fais la publicité, marketing pour d'autres entreprises. C'est-à-dire moi-même ma licence que j'ai actuellement c'est en marketing, publicité et communication. Et en même temps moi j'aimerais aussi ouvrir une entreprise de transit, exportation, rapprocher un peu les pays pour que la Côte d'Ivoire soit un peu plus ouverte encore sur l'extérieur. Actuellement non, je n'ai pas les moyens, mais à partir de mes connaissances et demain plus tard quand j'aurai des expériences dans le domaine, j'aimerais solliciter certaines personnes qui puissent m'aider pour avoir les moyens pour ouvrir cette entreprise, pour mettre en place mes rêves et mes projets. Je compte valoriser les terres des parents, c'est-à-dire on a des terres chez nous, je vais faire des plantations et j'aimerais aussi pouvoir être un exportateur et ce projet-là me permettra, je pense bien, avec l'aide de Dieu, pouvoir avancer dans ce sens. Les moyens n'y sont pas. C'est pour cela qu'on cherche de quoi faire, parce qu'avec le travail que je vais pouvoir réaliser, je vais pouvoir faire, je pourrais moi-même me soutenir d'un premier, pour le début, me soutenir et puis après, s'il le faut, chercher des partenaires pour pouvoir m'aider dans ce sens-là. L'un des projets que je vais vous dire, c'est de créer plutôt une entreprise de transport dans le domaine maritime et aérien. Pour l'instant, je ne suis pas structuré, parce que je suis plus focalisé sur les études en ce moment. Voilà. Sinon, je suis encore à la recherche de moyens pour pouvoir créer mon entreprise. Le projet qui me tient plus à cœur, c'est le projet qui s'inscrit plus dans mon domaine d'études, c'est-à-dire dans le transport. Donc, comment régulariser le domaine du transport, essayer un peu de moderniser, d'atteindre un autre niveau dans le domaine du transport, que ce soit terrestre, que ce soit fluvial, que ce soit aérien, voilà, dans le domaine du transport. J'ai un projet pour mettre mes expériences à profit. Je voudrais créer une entreprise de communication pour pouvoir permettre à d'autres étudiants de pouvoir communiquer aussi à travers ce réseau, pour intégrer aussi la société. Avec mes parents, j'avais parlé de ça aussi. Donc ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, si je suis prête, je peux m'aider, mais au moins j'aurais besoin aussi de certaines personnes pour pouvoir m'aider à mettre en quelque chose. Donc en fait, on a pu entendre des élèves, mais aussi des étudiants d'université à Abidjan parler de leurs projets professionnels, de leurs projets d'avenir plutôt et de leurs rêves. Donc première question que j'ai envie de vous poser, un projet professionnel tel que vous, les spécialistes, vous le concevez, est-ce que c'est un projet, est-ce que c'est un rêve surtout, et est-ce que c'est un projet, on va dire, assez flou? Madame Sbehi. Bien. Alors, je pense qu'on va peut-être définir déjà ce que c'est qu'un projet professionnel. Un projet, moi déjà, quel qu'il soit, c'est un projet que je vais associer à un objectif, à une stratégie, à des moyens et des outils, voire même un calendrier. Okay. Alors, de manière plus précise, donc un projet professionnel,
aura comme objectif justement un métier visé. Il aura comme stratégie justement de mettre en place un plan d'action pour pouvoir répondre à cet objectif. Il aura également des moyens et des outils. Donc on va, bien entendu, dans le cadre de ce projet professionnel, c'est d'étayer quelles sont nos qualités, quels sont nos défauts, quels sont nos centres d'intérêt et autres qu'on va mobiliser pour répondre à cet objectif toujours, qui est le métier visé. Et bien entendu, eh bien, il y a la partie calendrier. Donc c'est effectivement ce plan d'action qui va être étalé sur le temps. Donc quelque part, le projet professionnel, c'est un développement en continu. Alors maintenant, pour juste rajouter un élément supplémentaire, c'est que le projet professionnel, c'est un écrit. C'est un document qui doit être écrit, qui doit être clair et qui doit être précis. Alors, pour revenir à votre question, est-ce que c'est un rêve ou pas, ça peut démarrer par un rêve, sauf qu'il y a une démarche derrière. Ok. Voilà. Donc, quand on parle de projet professionnel, on parle avant tout de démarche. De démarche. Alors, Asma Chawqi, justement, Mariam Sbahi nous expliquait comment mettre en place un projet professionnel et qu'est-ce que c'est qu'un projet professionnel. Vous parlez de stratégie, de plan d'action, de moyens, d'outils, de développement en continu, donc il y a une forme de flexibilité, mais aussi, pour tout ça, il faut se connaître. Et moi, je pose la question, est-ce qu'un jeune, un lycéen, par exemple, puisqu'un projet professionnel doit commencer avant les études supérieures, j'imagine. Idéalement. Est-ce qu'un jeune de 16 ans, 17 ans est capable de se connaître, d'abord lui, et de savoir établir une stratégie, une démarche, connaître les outils nécessaires pour mener à bien ce projet professionnel? Je vous vois sourire, Asma Chawqi. Écoute, Yasmine, moi je dirais malheureusement non. Parce que tout seul, il ne pourra pas avoir cette prise de conscience de tout cela. Okay. Donc, au fait, pour se connaître, c'est un travail. On a besoin de faire un travail sur ça. C'est ça. Et donc, aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire que malheureusement, dans nos écoles, on ne va pas travailler sur ça avec que ce soit les élèves, que ce soit les étudiants. Donc, parce que la première étape d'un projet professionnel, c'est la connaissance de soi. Donc, je dois me connaître, comme a dit Madame Sbahi, mes qualités, mes points à améliorer, mes compétences, mes atouts, tout ça. Aujourd'hui, l'élève ou l'étudiant, il est incapable de mettre des mots sur ça. Ça veut pas dire qu'il n'a pas ça. Ça ne veut pas dire que le projet professionnel va lui permettre d'avoir des qualités ou d'avoir des compétences. Le jeune, il a tout ça en lui. Il a juste besoin d'un accompagnement pour qu'il puisse découvrir. Donc c'est possible. C'est bien sûr, parce qu'il a tout en lui. On ne va pas l'inventer. On va pas l'inventer. Mais aujourd'hui, la difficulté, c'est de pouvoir mettre des mots sur ça. Tout à fait. Et donc, moi, aujourd'hui, quand j'accompagne, autant que coach, des étudiants dans la définition de leur projet professionnel, et on commence par cette étape de découverte de soi, et on arrive sur le travail, par exemple, des qualités, des points améliorés, des réussites qu'il a vécues dans sa vie, on va trouver que le jeune étudiant, il est incapable de mettre des mots sur ça. Il relève plutôt ce qu'il a, ses échecs plus que ses réussites? Quand on parle d'échecs, j'aime pas le mot échec. C'est ce que vous, les coachs, voilà. Donc c'est vraiment, on va dire, les points que lui, il a cette croyance que c'est des comportements qui ne sont pas acceptés, moi je vais dire, acceptés socialement. C'est ça. C'est socialement, qui considère lui aussi que c'est pas accepté, alors là, il va s'étaler sur ça. Okay. Mais en parlant de qualité, de points forts et de choses positives, moi, je me suis retrouvée plusieurs fois devant des étudiants qui vont rester devant la feuille blanche, ils vont rien écrire. Parce que ils n'arrivent pas à se décrire positivement. Ils n'arrivent pas à se décrire positivement parce que ils n'ont pas l'habitude. Et ça, c'est notre éducation. Tout à fait. Donc dans notre éducation, on est plus mené à parler
des choses qui ne marchent pas. Et on ne se donne pas, on ne s'autorise pas de parler de nos qualités, de ce qu'on peut apporter, que ce qu'on apporte de positif dans et notre vie et la vie des personnes, parce que dans notre éducation, on laisse les autres faire ça à notre place. Alors, ce que je constate, et corrigez-moi si je me trompe, c'est qu'aujourd'hui, un projet professionnel, c'est plus une histoire de salariés qui sont déjà dans le milieu professionnel, dans l'entreprise, qui ont suivi un cursus parce que ça a été tracé pour eux ou parce qu'ils ne se sont pas posé plus de questions que ça, et puis arriver à un certain niveau, à un certain seuil, à un certain âge, où il y a une prise de conscience de qui nous sommes, quels sont nos besoins. Et à ce moment-là, on commence un projet professionnel à 30 ans, à 40 ans, voire à plus. Exact. Vous le constatez, ça ? C'est juste parce que, comme vous l'avez très bien souligné, c'est qu'il y a une prise de conscience. Tout à fait. Maintenant, c'est vrai que le projet professionnel touche plus les moins jeunes que les jeunes, mais quand je parle de toucher, c'est-à-dire que ces personnes qui sont à la recherche d'un nouvel emploi, ou ceux qui veulent se reconvertir, ou ceux qui envisagent justement de se lancer dans une nouvelle activité, eh bien, très souvent, c'est un acte volontaire. C'est-à-dire qu'ils ont pris conscience qu'ils ont une certaine expérience derrière, qui leur est riche, et ils commencent à se projeter. Et de là, donc, spontanément, ils vont bâtir ce projet professionnel, bien entendu, en faisant le point sur eux-mêmes, en faisant aussi le point sur leur bilan de compétences, en essayant de benchmarker, de voir quels sont les métiers aujourd'hui porteurs, et est-ce qu'ils ont l'aptitude de pouvoir répondre à ces métiers-là, etc. Donc, on va peut-être arriver un petit peu plus tard sur les différentes démarches, mais c'est vrai que ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, les moins jeunes sont de plus en plus concernés. Mais idéalement, ce serait qu'on sensibilise les jeunes. Tout à fait. À partir du lycée. Si ce n'est pas le lycée, que ça sera dans les études supérieures, pour que justement ils puissent le bâtir au fur et à mesure. Et pour qu'ils puissent suivre le processus que vous nous avez expliqué tout à l'heure en début d'émission. Ce qui me fait relancer, Asma Chaouri, sur ce point-là, normalement, c'est quoi, dès l'école, dès le collège, dès le lycée, ou c'est une attitude en fait que toute personne qui côtoie un enfant, un adolescent, parent, enseignant devrait avoir? Au fait, moi je dirais la meilleure période où on doit commencer vraiment à penser à notre projet professionnel, c'est au moment où on va commencer à choisir notre orientation. Ok. Donc à partir du collège, idéalement. Parce qu'avant, moi je dirais que l'enfant, il peut avoir un projet professionnel, mais ça reste quand même un rêve d'enfant. Donc, et un rêve qui peut être réalisable. Quand on dit à un enfant, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? C'est une question, on va dire, que les parents... On peut lui poser la question, ou carrément, il y a des enfants qui vont dire, moi, je veux devenir, par exemple, pilote ou ingénieur ou médecin. Donc, ici, le parent, il a un rôle à jouer. C'est très important de prendre ce rêve d'enfant en considération. Et le rôle du parent, c'est de nourrir ce rêve. Nourrir ce rêve par apporter, par exemple, emmener l'enfant à aller se documenter, à lire, lui donner les ressources nécessaires pour avoir plus d'informations. Peut-être même, parfois, on voit des enfants qui vont, même les jeux, ils vont les choisir par rapport à leur rêve de métier. Par exemple, un enfant qui rêve d'être pompier, il va toujours acheter des petites figurines de pompiers, les voitures de pompiers, etc. Donc, ça, c'est à la maison enfant. À l'école, à la maison enfant. Et donc, je termine juste par ça, parce que ça, c'est un point important que je voudrais en parler, Yasmine, c'est qu'on peut nourrir ce rêve chez l'enfant, et l'enfant, il a tout à fait le droit de changer d'avis à n'importe quel moment de sa vie. Donc, moi, j'avais le rêve d'être pompier, et après, je change d'avis. Et à ce moment-là, les parents, ils doivent avoir une attitude vraiment neutre. Parce qu'aujourd'hui, on voit des parents qui vont s'approprier ce rêve d'enfant. Toute sa vie, par exemple, l'enfant, il veut être pilote, mais quand il va grandir, il va changer d'avis. Et à ce moment-là, les parents, ils vont avoir un sentiment ils vont être, par exemple, déçus ou du nouveau choix. Voilà, du nouveau choix. Donc, il faut vraiment nourrir
le rêve de l'enfant, c'est bien, mais ne pas se l'approprier et voilà. Donc, et ne pas s'identifier aussi à travers cet enfant. Voilà, tout à fait. Donc, à l'école aujourd'hui, on va être vraiment clair. On ne parle vraiment pas de métier. Donc, quand on va à l'école, on va étudier les maths, le français, l'histoire géo, la physique, mais on ne va jamais parler de ce d'avenir, voilà, d'avenir et de métier, à part si on va donner à un enfant ou une expression écrite, parler de votre rêve d'avenir. Et ça va s'arrêter là. Exactement. Et donc justement, on revient à vous, Madame Sbehi. C'est quoi l'importance d'avoir un projet professionnel pour ces jeunes, mais en même temps, on ne leur donne pas la capacité. Quelle est l'importance d'avoir ce projet professionnel ? Eh bien, l'important, c'est que justement, ça leur donne de la visibilité sur l'avenir. C'est qu'aujourd'hui, comme l'a très bien souligné Madame Chaouré, c'est qu'un enfant, c'est vrai qu'il est dans le rêve, mais au fur et à mesure que cet enfant grandit, eh bien, justement, une fillette, par exemple, à qui on va dire aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux devenir ? Elle va peut-être dire, je veux être chanteuse, je veux être docteur ou autre. Et puis, au lycée, si on lui repose la question, eh bien, la réponse risque d'être différente. Pourquoi ? Parce que, justement, elle s'est rendue compte que peut-être l'environnement, déjà, ne s'y prête pas. Peut-être qu'elle-même, elle ne se sent pas capable de faire ce métier dont elle a rêvé pendant un petit moment. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas ne pas y arriver. C'est toujours en fonction de sa propre volonté. Mais maintenant, cette jeune fille, c'est qu'elle a besoin, justement, si véritablement elle voudrait arriver à ce rêve-là, ou alors carrément changer, c'est qu'on arrive à la sensibiliser à ce moment-là, par rapport au métier qu'on peut proposer. Donc, je m'explique. Aujourd'hui, on a des lycéens qui doivent choisir leurs orientations. D'accord ? Très souvent, c'est des orientations qui sont un peu conditionnées par notre environnement, parental notamment. Rares sont les enfants qui choisissent leur filière. D'accord ? Maintenant, une fois qu'ils ont passé le lycée, eh bien, il y a les études qui arrivent. Encore une fois, ils peuvent plonger la tête baissée dans des études sur lesquelles il n'y a absolument eu personne qui a eu à les orienter. Et puis, donc, ils avancent sans savoir véritablement où est-ce qu'ils vont. Et puis, peut-être un jour, ce rêve ressurgit et se dit, où est-ce que j'en suis ? Tout à fait. Et là, on regarde derrière, en fait, on n'a absolument rien fait pour pouvoir y arriver. Donc, idéalement, c'est que, justement, les écoles, notamment les lycées, ou un peu plus tard, en tout cas les études supérieures, il faudrait que justement ces institutions sensibilisent. Sur le métier. Sur le métier, qu'on leur parle un petit peu déjà ce que sont les métiers, d'accord ? Quels sont les débouchés aussi par rapport aux filières qu'ils ont choisies, peut-être parce qu'effectivement ce qui est fait est fait, mais au moins qu'on les éclaire un petit peu là-dessus et qu'ils commencent justement à se dire est-ce que je suis capable de le faire ou je ne suis pas capable de le faire. Donc voilà. Donc, vous êtes spécialiste en recrutement. Un jeune qui démarre dans la vie professionnelle et qui a étudié et qui a peut-être toutes les compétences techniques, mais qui ne s'est jamais projeté dans l'exercice de son métier. Bien. Est-ce qu'il arrive à se défendre lors de l'entretien ? Est-ce qu'il a des lacunes dans certaines compétences humaines ? Alors, dans le projet professionnel, quand on est étudiant, soit on va parler du projet en tant que tel, donc toutes ces démarches dont nous avons parlé, ou alors cet organisme de formation va le former sur le CV, va le former sur la lettre de motivation, va le former sur les entretiens, donc des simulations d'entretien, d'accord ? Mais ça ne veut pas dire que derrière, il a fait le point sur lui-même, d'accord ? Ça ne veut pas dire que derrière, il a fait le point sur ses compétences. Exactement. Il a juste monté un CV. D'accord ? On lui a montré quelle était la méthodologie d'un CV. Il a appris son CV. Il n'a peut-être pas appris, mais en tout cas, il a créé ce schéma directeur dans son esprit pour pouvoir en parler pendant un entretien. Donc, au final, on peut, en tant que recruteur, ne pas se rendre compte que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se projeter. Il va arriver, beaucoup d'assurance, parce que son CV, il le connaît. Les stages, il les maîtrise bien. Il s'est bien entraîné chez lui ou il s'est bien entraîné à l'école avant même d'arriver. Donc, pendant les entretiens, il n'y a pas trop de difficultés. Par contre, nous, justement, on pose cette question. Et c'est de là où ça risque de dérailler un petit peu. D'accord ? C'est là où on lui dit, très bien, si vous venez à vous projeter,
Exact. Dans 2-3 ans, ou voire dans 5 ans, parce que bon, 5 ans, ça fait un peu loin, mais si on peut pousser le plus loin possible, eh bien, c'est là où on a effectivement des réponses qui peuvent être un petit peu défaillantes, parce que la personne ne s'y est pas préparée. Donc, pour répondre de manière concrète à votre question, c'est qu'aujourd'hui, quand ils sont bel et bien préparés dans le projet, on va dire, dans l'élaboration du projet professionnel proprement dit, eh bien, c'est des gens qui se défendent très bien pendant les entretiens. Ils savent où est-ce qu'ils veulent aller et d'ailleurs, ils marquent même plus d'intérêt et de motivation pour le poste à pourvoir. Tout à fait. Parce qu'ils sont là, ils savent où ils veulent aller. Ils savent où ils veulent aller. Donc, de là, eh bien, c'est des personnes qui arrivent à se démarquer. Alors, ce projet professionnel, est-ce qu'il se construit aussi à travers tout ce qui est stage, tout ce qui est activité, tout ce qui est activité scolaire, universitaire? Tout ça fait qu'on construit un projet professionnel, Asma Chaoukhi. Exactement, c'est ça le plus d'un projet professionnel. Ça permet à la personne de bien sûr, on va se projeter sur ce qui va arriver. Et aussi, on va mettre le point sur son vécu. C'est un vécu académique, un vécu personnel. Donc, dans un projet professionnel, et c'est ça qui va démarquer une personne qui a travaillé son projet professionnel et une personne qui a établi un CV sans avoir travaillé sur ça, parce que quand on travaille bien notre projet professionnel, on va se baser sur nos vécus, nos réussites, les stages, les expériences, même notre travail, par exemple, associatif. Je vais me baser pardon sur... de vous interrompre, Asma, en entendant les témoignages des jeunes que nos équipes d'Abidjan ont rencontrés, on entendait beaucoup avoir des rêves, avoir un projet, mais ne pas savoir comment y arriver ou se dire je vais compter sur mes parents, je vais compter sur les contacts. Voilà. Mais il n'y avait pas une stratégie, la stratégie dont vous parliez, Madame Sbehi. C'est-à-dire, moi, j'ai le rêve de développer ça, moi, j'ai le rêve de monter une entreprise. Pour le moment, je ne sais pas comment je vais y arriver, mais voilà mon projet. Voilà, donc c'est exactement ça, parce que ce travail n'a pas été fait. Le travail sur le projet professionnel, ça se voit bien qu'il n'a pas été fait. Il n'y a personne qui a cité, je vais me baser sur les compétences. Ils n'ont pas parlé de compétences, ils n'ont pas parlé d'atouts, de points forts, de qualité. Aussi, il n'y a aucun mal dans son projet professionnel de citer que moi, aujourd'hui, je suis conscient que j'ai des points à améliorer. C'est comme un tableau de bord, puisque tout à l'heure vous disiez, Madame, c'est un document écrit et clair. C'est comme un tableau de bord à tenir année après année pendant le cursus universitaire, par exemple. Je me vois arriver à telle situation professionnelle. Voilà ce que je dois mettre en place. Voilà ce que j'ai. Et puis, arrivé au bout d'une année, je me rends compte que, bon, très bien, j'ai mis en place ça, ABC, me reste EFG. Très bien. Voilà. C'est chaque palier monté, eh bien, me donne d'autres perspectives, me fait voir d'autres besoins. Absolument, absolument. Alors déjà, il faut partir du principe qu'un projet professionnel n'est pas forcément linéaire. OK. D'accord? C'est-à-dire qu'on a un objectif, d'accord? Mais on va peut-être passer par plusieurs pistes pour pouvoir y arriver. Donc derrière ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va évoquer plusieurs hypothèses, d'accord? Après avoir fait la connaissance de soi-même par rapport à nos compétences, par rapport à tout ce qu'on a pu vivre en matière d'expérience et autres. Et donc une fois qu'on a fait le point et qu'on arrive à se projeter, et bien là, effectivement, on peut aller sur plusieurs hypothèses. D'accord? Donc, on va les formuler, ces hypothèses-là, on va les évaluer, on va voir quels sont les avantages et les inconvénients de chacune d'elles, et c'est de là, et là je vous rejoins, c'est là où on va rectifier et fignoler au fur et à mesure. Donc, d'une étape à une autre, on va voir qu'est-ce qu'il y a à arranger, qu'est-ce qu'il y a à combler pour pouvoir arriver à notre objectif final. Est-ce qu'on peut le réussir seul, son projet professionnel, ou on a besoin d'un mentor, on a besoin d'un guide, on a besoin d'un spécialiste? Honnêtement. Déjà, Yasmine, tu avais dit au début que est-ce qu'aujourd'hui un lycéen de 16 ans, 17 ans, il peut se projeter? Oui. D'ailleurs, on a vu l'exemple. Mais aujourd'hui, on a vu ces jeunes-là qui sont incapables de parler de leurs compétences, de sur quoi ils peuvent baser
des ressources qu'ils ont déjà en eux et de quoi ils ont besoin, quel est le plan d'action qu'ils vont mettre en place, dans combien de temps, parce qu'un projet, il est vraiment temporel. Et il a un début, et il a une fin, il y a une phase intermédiaire. Donc tout ça, vraiment, quand on est dans un jeune âge, à mon avis, on a besoin d'être accompagné. Pour mettre le pied à l'étrier, je ne dis pas forcément qu'aujourd'hui, tout jeune doit être accompagné par un coach ou quoi que ce soit. Ça peut être les parents, ça peut être les amis, ça peut être la famille. Et c'est quelque chose que aujourd'hui, moi, mon rêve, c'est de le voir. C'est comme généraliser. Voilà, c'est comme une matière ou un module qu'on va enseigner en classe. Ou juste un séminaire ou une petite formation. Et une émission télé. Voilà. Qu'on va continuer juste après une courte pause. Merci mesdames. On revient sur le plateau. À tout de suite. Choisir sa vie professionnelle pour ne pas la subir, c'est ce que nous vous proposons aujourd'hui sur le plateau d'On se dit tout avec deux spécialistes, Asma Chawqi, Mariam Sbehi. Merci beaucoup mesdames d'être là. Et concrètement, nous parlons du projet professionnel, ce projet qui devrait accompagner tous les jeunes, petit à petit, année après année, dès le collège, dès le lycée, pour se projeter professionnellement plus tard. Vous l'avez dit mesdames, ce n'est pas un projet figé, c'est un fil conducteur qui va aider la personne, le jeune, à se construire professionnellement pour savoir d'où il démarre et où il veut arriver. Alors, tout ça a été développé bien comme il faut pendant la première partie, donc j'invite les téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre de revoir cette partie sur notre site mediantv.com. Ce sur quoi nous allons aller à présent, c'est comment valoriser ce travail fait de construction du projet professionnel à travers le CV. Lorsqu'un premier recrutement se fait sur CV, comment se démarquer, comment montrer aux futurs recruteurs que j'ai fait un travail où j'ai eu une démarche de projet professionnel. Est-ce que je peux le refléter dans mon CV ? Mariam. Bien. Alors justement, on a partagé ça avec Madame Chawqi avant même de démarrer l'émission. Effectivement, aujourd'hui, à la réception des CV, on a des CV qui sont plus ou moins standards. D'accord ? Déjà, aussi, il y a un constat, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu quand même beaucoup d'efforts de la part de nos jeunes aujourd'hui par rapport à la rédaction des CV. Il y a peut-être 8-9 ans de ça, il nous arrivait très souvent de recevoir des CV catastrophiques. Aujourd'hui, il y a quand même eu un effort de leur part, en tout cas l'effort peut-être des organismes de formation aussi, où ils font leurs études, c'est de les sensibiliser sur le CV. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est un CV qui reflète justement leur personnalité. Donc on est sur des schémas un peu standard, parce qu'aujourd'hui, un CV, on peut le prendre d'Internet, on peut nous le remettre, et puis on remet un petit peu nos éléments pour essayer de le personnaliser quelque peu. Maintenant, pour pouvoir justement marquer, excusez-moi, quelques éléments qui peuvent faire ressortir nos qualités, parce que justement, dans le cadre d'un projet professionnel, c'est quelque chose qu'on va travailler avant. Donc, on peut bien entendu le faire refléter sur notre CV. Alors, il y en a qui mettent une petite rubrique qualité, d'accord ? Alors, au lieu d'aller sur des éléments standards, quand réellement on a pu déceler des traits de notre personnalité, eh bien ça personnalise le CV. Donc ce n'est plus une qualité standard qu'on va trouver chez tous les candidats qui nous envoient leur CV. Et puis bien entendu, il y a aussi un volet qui est lié au centre d'intérêt, au hobby, où là encore on a partagé ensemble, où justement on a des candidats qui nous envoient des éléments standards, lecture, musique, sport, ou lecture, musique, cinéma. Ok, mais très bien. Où sont les éléments qui vont vous faire démarquer, justement? Alors, quand on travaille son projet professionnel, eh bien, justement, dans la musique, qu'est-ce qu'on aime en particulier pour pouvoir le mettre? Il faut aller dans ces détails. Vous, les recruteurs, vous recherchez ça? Parce que ça dévoile des traits de personnalité. S'il fait du sport, si cette personne fait du sport, c'est quel type de sport? Est-ce que c'est un sport d'équipe ou c'est un sport individuel? Et là encore, ça nous permet justement, pendant les entretiens, de rentrer un petit peu plus dans le détail, et puis ça nous permet justement de cerner la personnalité. C'est vrai que le CV en lui-même ne va pas nous donner tous les éléments, mais ça nous permet, c'est un moyen d'échanger avec eux et de rentrer dans le détail pour vérifier véritablement est-ce que les traits de personnalité de ce
candidats répondent au poste à pourvoir. Ok, mais en même temps, par rapport à ce projet professionnel qui sera reflété à travers le CV, si par exemple ce candidat construit bien son projet professionnel, il va bien cibler ses stages, bien cibler ses formations, et donc il va y avoir un enchaînement cohérent et logique. Bien sûr, parce qu'il y a une partie où quand on travaille sur le projet professionnel, on va travailler sur le choix de métier. Parce qu'au fait, le projet professionnel, il répond à la question qu'est-ce que je veux faire comme métier. Et ça va permettre d'abord aux candidats de ne pas commencer à envoyer des CV à n'importe quelle offre d'emploi ou à n'importe quelle entreprise. Parce que quand il a fait ce travail sur lui, il a pu, parce qu'on travaille sur quel genre de métier, est-ce que c'est les métiers de service, est-ce que c'est les métiers d'industrie, les secteurs, le genre, la taille de l'entreprise où il veut travailler, le poste, le degré de responsabilité qu'il est aujourd'hui prêt à avoir, même la mobilité géographique. Ça donne une idée aujourd'hui. Est-ce que moi, en tant que jeune, je suis prêt à quitter le foyer familial, aller travailler dans une autre ville, m'éloigner de ma famille? Donc tout ça, c'est des réponses qu'il a pendant ce travail sur le projet professionnel, et ça lui permet, quand je postule pour un poste, et voilà, donc il arrive à ces jeunes que vous accompagnez, Madame Asma Chaoukri, qui changent d'avis au cours du travail, d'accompagnement, parce qu'ils n'avaient pas pris en considération différents paramètres? Bien sûr, et surtout quand on fait ce travail sur soi par rapport au centre d'intérêt, le genre de métier qu'il me faut. Et il m'est arrivé d'avoir des étudiants qui ont dit « Ah oui, c'est vrai, moi quand j'étais jeune, je voulais vraiment être médecin. Écoute, mais finalement, il s'est retrouvé par exemple dans le génie civil. Et donc, ça leur permet d'avoir cette prise de conscience par rapport à quelqu'un, ou bien les métiers d'art, surtout les métiers d'art, parce qu'aujourd'hui, dans notre ils sont sous-estimés. Voilà, on ne donne même pas le droit à notre enfant de faire ce choix de métier d'art, vu qu'on a cette croyance que le métier d'art, ça ne rapporte pas, ça ne fait pas vivre, etc. Et donc, ils ont cette prise de conscience, et peut-être ça peut être un projet de vie. Aujourd'hui, je suis en train de faire des études qui n'ont rien à voir avec l'art, mais je découvre que c'est quelque chose que j'aimerais faire, peut-être pas dans le court terme, mais ça peut être un projet dans 4 ans ou 5 ans ou même 10 ans. Donc pas un projet professionnel? C'est toujours dans le projet. C'est un projet professionnel qui peut ne pas être dans l'immédiat. D'accord. Et donc, l'avoir dans... Le garder en tête. Le garder en tête et peut-être travailler dessus. Tout à fait. Mettre des actions en place qui peuvent, un jour ou l'autre, m'amener à réaliser ce rêve-là. Pour ne pas se retrouver dans ce qu'on a dit au tout début de l'émission, d'un projet professionnel construit beaucoup plus tard, c'est-à-dire dans ce qu'on appellerait communément la fameuse crise de milieu de vie ou la fameuse crise de la quarantaine. C'est ça, en fait. Déjà, quand on a cette prise de conscience, on ne va pas, à un certain moment de notre vie, déprimer et commencer à se dire qu'est-ce que je suis en train de faire là de ma vie. Donc déjà, je sais qu'à un certain moment de ma vie, j'avais envie de faire ça. Peut-être que je n'ai pas eu l'occasion de faire ces études vu les conditions, les circonstances. Mais ça peut toujours se faire à un moment de ma vie. Alors, revenons à la stratégie, parce que vous l'avez dit en tout début d'émission, un projet professionnel, c'est une stratégie, c'est un plan d'action, c'est des outils, c'est se connaître aussi, c'est se développer, c'est écrit, on accouche de son projet professionnel et il n'est pas figé. Parce que quand on échange avec les jeunes, quand on parle de projet professionnel, ils pensent à l'avenir, ils ont un rêve, ils ne savent pas forcément comment y arriver, mais ils ont peur aussi d'être cloisonnés dans ce qu'ils pourraient verbaliser, communiquer aux adultes qui les entourent. Vous le disiez tout à l'heure, certains enfants, certains jeunes parlent d'un métier d'avenir, et puis ils changent d'avis, et les parents ne sont pas d'accord, et donc les jeunes se disent, si j'en avais pas parlé, jamais on m'aurait bloqué dans mon nouvel élan.
Oui, donc il faut juste mettre en tête que le projet professionnel, c'est quelque chose de dynamique. Et ça peut changer tout le long de la vie. Et surtout si on le commence à un jeune âge. Aujourd'hui... Mais là, on sensibilise les jeunes, mais on doit sensibiliser aussi toute la société, les jeunes, les parents, les enseignantes. Les écoles, les instituts, surtout mettre ça comme un module de formation et c'est pour toutes les filières. C'est pas fait pour ce genre d'études et pas fait pour autres. C'est vraiment si on arrive à mettre en place ça à partir, par exemple, du collège où on va choisir notre orientation et à fur et à mesure, à fur et à mesure que j'avance dans mes études, là, je vais commencer à affiner, à mettre en place. Aujourd'hui, je n'avais pas cette compétence, mais c'est pour ça que je dis il faut vraiment un environnement. Oui, il faut vraiment un environnement qui s'y prête, un environnement ouvert, un environnement d'écoute, un environnement d'accompagnement, que ce soit les parents, que ce soit les enseignants, les structures, les écoles, c'est tout. Parce que quand on dit à l'enfant, aux jeunes, se connaître très bien, quels sont les moyens, les outils, c'est des activités, c'est des stages, c'est des formations, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Et puis aussi, il faut leur donner le temps aussi de s'habituer à ce que c'est qu'un projet professionnel. C'est pour ça que plus tôt on démarre, mieux c'est pour nous. Ça ne veut pas dire que le collégien ou le lycéen va très vite bâtir son projet professionnel et puis très vite il va rectifier ce qu'il a à rectifier. Peut-être qu'au départ il aura un peu de mal, mais déjà on lui intègre ça dans l'esprit. C'est qu'il faut commencer à se projeter parce que c'est très difficile pour un individu qui ne s'est jamais projeté de pouvoir le faire. Donc déjà plus tôt on démarre, mieux c'est. Après, c'est jamais trop tard. D'accord. C'est-à-dire que quand on arrive en tant qu'étudiant, il m'est arrivé aussi d'accompagner des étudiants dans le cadre de leur projet professionnel. Au départ, c'était un mot barbare pour eux. Ils ne comprenaient absolument pas de quoi je parlais. Et se projeter, c'était impossible. Quand je leur disais, c'est quelle spécialisation que vous souhaitez faire, je ne sais pas, je ne sais même pas c'est quoi les spécialisations de l'école. Tout à fait. Je sais qu'il y a marketing, je sais qu'il y a finance, je sais qu'il y en a d'autres, mais les autres, je ne les connais pas. Oui, très bien. Et dans le marketing, qu'est-ce qu'il y a ? Et là encore, ils ne pensaient pas aller chercher l'information. C'est-à-dire qu'ils avançaient pas à pas. Ils savaient que durant ce semestre-là, il y aura telle et telle matière. Donc, en fait, je ne veux pas dire qu'ils subissent, mais en tout cas, ils vivent au jour le jour. Mais quand on arrive, on leur dit, écoutez, très bien, c'est parfait ce que vous faites, on fait le point sur ce que vous avez fait, toutes les matières que vous avez faites préalablement. Maintenant, sur les 2 années à venir, peut-être c'est votre master, qu'est-ce que vous prévoyez de faire ? Je ne sais pas. OK ? Mais qu'est-ce que propose l'école, déjà, en termes de débouchés ? Et après, on va nous parler de 2-3 possibilités. Sur ces possibilités-là, on va commencer à creuser avec eux. Donc, on va les pousser à aller chercher l'information. D'accord ? Donc, c'est aller rejoindre l'équipe pédagogique pour leur dire, écoutez, qu'est-ce qu'on fait dans le marketing, qu'est-ce qu'on fait dans la finance, dans le commerce international et autres. Ou alors aller sur le site internet de l'école, etc. Ou demander à leurs amis, demander à leur entourage. Donc là, ça commence à se construire petit à petit. Donc, on va sur des petites pistes. Et au fur et à mesure, eh bien, c'est des choses qui vont commencer à s'installer. Et bien entendu, donc je rejoins Madame Chouki, c'est là où ils vont commencer, bien entendu, à choisir leur stage. Donc c'est vrai que les stages sont un petit peu conditionnés chez nous, c'est soit des stages d'observation, soit des stages descriptifs, mais là, ils vont commencer à se dire, je vais choisir l'entreprise. Parce que, il y a de visibilité. Par rapport à la visibilité, peut-être que c'est la finance qui m'intéresse, donc peut-être aller m'orienter vers une société qui est spécialisée dans la finance, dans l'audit. Comprendre aussi la structure. Prendre en compte la structure. Est-ce que je voudrais être dans une grande entreprise ? Est-ce qu'aujourd'hui je suis capable de décrocher un stage ? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. En tout cas, je l'ai en tête, peut-être pour mon stage de fin d'année, je vais le faire. Mais pour pouvoir y arriver, qu'est-ce que je dois faire ? Tout à fait. D'accord ? Qu'est-ce que je dois faire ? C'est ça le projet professionnel. Voilà, tout à absolument. C'est pas qu'est-ce que je dois faire, moi je dirais plus qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que je veux faire, mais aussi comment je vais y arriver. Comment je vais y arriver. Qu'est-ce que je dois faire. Merci beaucoup, mesdames. Asma Chouki, Mariam Sbehi, c'est un plaisir d'échanger avec vous pour le développement de nos jeunes, justement, et puis même des adultes qui sont bien installés dans le milieu professionnel, mais qui ont un petit manque et qui se disent « Est-ce que j'ai raté quelque chose ?» Eh bien, vous n'avez peut-être rien raté, mais pourquoi ne pas capitaliser sur ce vécu et
pourquoi ne pas tenter un changement de cap professionnel, bien réfléchi cette fois-ci. Je reste avec vous sur Média TV pour un autre sujet. Nous allons parler santé. À tout de suite. Et on enchaîne avec notre interview santé tout de suite sur le plateau d'On se dit tout. Je suis avec le docteur Amin Hsisen. Bonjour docteur. Bonjour madame. C'est un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Vous êtes médecin ORL. Alors, on va parler du vieillissement de l'oreille et de l'audition. Et en fait, on sait qu'avec l'âge, à partir de 40 ans, si on devait faire le parallèle avec les yeux, nos yeux vieillissent. Tout à fait. À partir de 40 ans. Est-ce que, et on parle de presbytie, est-ce que c'est la même chose pour l'oreille? C'est exactement la même chose et on parle de presbyacousie. Exactement. Voilà, donc c'est un vieillissement, on va dire, qui est programmé pour toute personne. Maintenant, à quel âge ça va commencer? Ça va dépendre un petit peu de votre matériel génétique d'un côté et de votre vécu de l'autre. Ce que vous avez mangé, ce que vous avez eu comme agression sonore, les maladies que l'on porte en nous et ainsi de suite qui vont venir altérer cet organe. Cet organe. Et en fait, donc on ne dit pas que ça commence forcément à 40 ans, ça peut commencer avant comme ça peut commencer après? Tout à fait. Alors à 20, on ne va pas parler de presbyacousie à 20 ans, mais pour le vieillissement lié à l'âge, il commence à 50 ans, à 45 ans, 50 ans, 55 ans, ça commence dans ces eaux-là. Mais au début, la baisse n'est pas socialement sensible. D'accord. Ni préjudiciable, donc à la limite, elle ne dérange pas. On s'en rend compte? Non, pas forcément. Alors, dans l'immense majorité des cas, pour l'anecdote, je vois souvent le couple type, c'est madame qui ramène monsieur. Souvent, c'est plutôt les hommes qui sont touchés peut-être en premier. Ou alors les enfants qui ramènent leurs parents, leur disant, effectivement, vous mettez la télé un peu fort, ou on te parle, tu rates des mots, etc. Le patient, souvent, ne s'en rend pas compte. Et il s'en rend compte quand il est en réunion, quand il y a plusieurs personnes. Là, il se rend compte qu'il doit faire un effort supplémentaire pour entendre, ou qu'il rate des mots, qu'il rate des fois des mots-clés qui font changer le sens de la phrase. Alors, est-ce qu'on peut quand même parler de symptômes de malaudition? Les premiers symptômes? Les premiers symptômes, c'est surtout une gêne. Il n'y a pas de premiers symptômes. C'est à bout d'un moment, vous dites, tiens, je demande à chaque fois, la télé aujourd'hui, je la mets à 10 et j'ai besoin de la mettre à 12 ou à 15, ou j'ai besoin de faire répéter les gens. Les gens, au bout d'un moment, peuvent se rendre compte, ou encore une fois, c'est souvent la famille, l'entourage qui avertit et qui alerte le patient, leur disant, mais attends, à chaque fois, on est obligé de te répéter les mots. Et là, bon, donc, quand on mesure, on voit que la courbe qui, normalement, d'audition doit être horizontale, on voit qu'elle fait ce qu'on appelle comme une petite pente de ski, un flamant de montagne qui s'abaisse progressivement. Et ça concerne quelle partie exactement de l'oreille? J'ai donc ramené une petite maquette. Sur la maquette, on voit les trois parties de l'oreille externe, le tympan avec l'oreille moyenne et les petits osselets derrière. Et surtout, tous les sons qui arrivent dans ces deux parties externes de l'oreille vont venir atterrir dans cet organe interne qu'on appelle la cochlée, qui, elle, est le siège des cellules de l'oreille interne. Et c'est justement à ce niveau-là qu'il y a un vieillissement, à ce niveau-là qu'il y a un problème. Donc les sons arrivent normalement au niveau de l'oreille, mais ils ne sont plus perçus et codés de la même façon. Et on parle à ce moment-là de surdité de perception. Surdité de perception. Est-ce qu'on peut perdre l'audition complètement et devenir complètement avec l'âge? Tout à fait. Enfin, complètement peut-être pas, mais ça peut devenir complètement... L'audition peut être inutile. Donc on parle d'audition utile et inutile. C'est-à-dire, si vous avez une audition où vous ne percevez qu'une lettre ou une voyelle dans 10 mots, c'est inutile pour vous. Donc il y a justement dans les explorations, on fait ce qu'on appelle de l'audiométrie vocale, qui est à l'opposé de l'audiométrie tonale. On va vous donner juste des sons, mais on vous fait une audiométrie vocale de mots exactement. Donc on va vous dire voiture, confiture et toiture, et il faut pouvoir différencier les trois termes. D'accord. Et à ce moment-là, on vous donnera votre gêne sociale et l'importance de la gêne sociale. Donc la gêne peut être suffisamment importante pour que vous ne puissiez plus avoir quasiment aucun contact, aucune possibilité de communication. C'est relativement rare, mais ça arrive assez... Mais docteur Hsisen, est-ce que ça, c'est dû, cette dégradation en fait de l'audition, est-ce qu'elle est due à une mauvaise prise en charge ou une prise en charge tardive? C'est-à-dire le fait de ne pas arriver chez vous à temps? Ou bien c'est une dégradation qui est inévitable? Non, disons que la dégradation est inévitable, mais si on ne fait rien, elle va être encore plus rapide et Donc plus inévitable. Donc on peut la stopper? Aujourd'hui, on peut la ralentir. On peut la ralentir. On peut la ralentir et on demande beaucoup aux gens, en respectant d'abord en appareillant cette oreille, c'est-à-dire qu'il faut essayer de rétablir au plus vite aujourd'hui, au plus vite cette audition. Ça a permis aujourd'hui, les dernières études ont montré deux choses. D'abord, c'est que ça ralentit le vieillissement et les petites cellules dont je vous ai parlé ici, qui sont au nombre à peu près de 50 000, ne sont pas renouvelables malheureusement.
Donc ces cellules-là, quand elles commencent à mourir, elles ne reviennent pas, elles ne régénèrent pas. Donc on essaie au maximum de les préserver, en préservant d'abord, en essayant de corriger l'audition pour établir une communication. Corriger l'audition à travers des dispositifs? Des dispositifs, exactement, des prothèses auditives, on peut en parler tout à l'heure si vous voulez, des différents types qui peuvent exister. Et surtout, rétablir pour pouvoir, dès que vous le faites tôt, eh bien, on ralentit légèrement ce vieillissement et ça permet à la personne de pouvoir, même au fil des ans, même au fil du temps, avec le vieillissement naturel qui va finir par arriver, mais il va passer, on va dire, avec une correction de 10% vers une correction de 20%, ça ne sera pas difficile pour lui. Mais si dès le premier jour, vous arrivez, vous mettez une correction de 20 ou 30% d'un coup, le fait que ça arrive comme ça d'un coup, des fois les patients ne l'acceptent pas. Ça crée des gènes. Ça crée une gêne et beaucoup de patients malheureusement rejettent l'appareillage à cause de ça. D'accord. Alors, si malheureusement, avec le vieillissement définitif de l'audition, on arrive vraiment à une perte totale d'audition, est-ce qu'on peut, à cet âge-là, avoir recours aux implants cochléaires? Oui, alors aujourd'hui, juste pour vous schématiser un petit peu par rapport à l'audition, comment on aborde la chose. Quand on a une audition, on va parler en pourcentage, normalement c'est en décibels, mais on va parler en pourcentage pour que ce soit plus clair. Si vous perdez une audition de moins de 30%, vous avez moins de 30% de perte d'audition, on dit à la personne, normalement, on peut ne pas appareiller, on peut encore surveiller un petit peu. Entre 30 et 70%, qui est une surdité qui est modérée, là, l'appareillage devient, entre guillemets, obligatoire. Okay. Au-delà de 70%, l'appareillage classique devient inutile. Les haut-parleurs qu'on va mettre dans l'oreille ne sont pas suffisants pour qu'il soit donné, encore une fois, cette notion d'audition utile. À ce moment-là, on a recours justement aux implants cochléaires et c'est une indication qui aujourd'hui va s'élargir parce qu'on voit de plus en plus de gens arriver à un âge avancé en bonne santé. Tout à fait. Or, un sujet de 75 ans ou 80 ans qui est en bonne santé, qui n'entend pas, qui ne peut plus communiquer, vous le condamnez quelque part. Absolument. Vous le désocialisez et la désocialisation, c'est une condamnation. Et je dis ça, moi, aux enfants et aux parents quand ils viennent me voir, enfin aux enfants surtout, je leur dis il faut absolument les socialiser de ces personnes, bien entendu malentendantes. Je dis qu'il faut absolument les socialiser parce que c'est leur attache à la vie de tous les jours. Ils ne peuvent plus parler à leurs petits-enfants, ils ne peuvent plus parler au téléphone, ils ne peuvent plus suivre la télévision, ils ne peuvent plus écouter de la musique. Donc ils sont là toute la journée aérés comme une âme en peine. Et même les interlocuteurs, quand ils doivent leur parler, ils doivent crier très fort. Et donc, il ne va pas venir vers cette personne-là facilement parce qu'il sait qu'il doit faire un effort très important pour que le message passe. Et si ce message n'est pas urgent, il n'ira pas le voir. Il ne va pas le voir pour lui dire qu'il fait beau aujourd'hui. Donc il y a une isolation de cette personne. Il y a une isolation qui se fait et cette isolation est à combattre à n'importe quel prix. Est-ce qu'on prend conscience véritablement du vieillissement de l'audition, Dr Sissène, où on se dit ça fait partie de la vieillesse, c'est le lot de la vieillesse. Et donc c'est normal qu'avec l'âge, le grand-père, la grand-mère entendent moins bien. Oui, c'est le lot de la vieillesse, mais il y a des choses qui sont préjudiciables qu'on n'est pas en mesure d'accepter aujourd'hui. Avant, on voyait beaucoup de gens dans la rue marcher, pencher, c'est le lot de la vieillesse, ça, c'est le vieillissement du squelette. Mais on sait aujourd'hui qu'on peut lutter contre ça, que le fait de permettre à une personne de 80 ans de marcher droit préserve ses vertèbres. Donc on fait le nécessaire pour préserver son capital osseux. Pareil pour l'audition. On sait qu'on peut faire des choses pour préserver l'audition, la protéger un petit peu. Et puis une chose très très importante, c'est qu'il n'y a pas que l'audition. Au-delà, il y a la mémoire auditive et il y a la mémoire de la personne. Si elle n'est pas stimulée par des apports externes, a tendance à vieillir, a tendance à disparaître, a tendance à s'amenuiser, ce qui est encore plus préjudiciable, ce qui ouvre la porte à d'autres maladies de la vieillesse qui sont autrement plus graves à gérer. Et des démences aussi. Aux démences, aux amnésies, à l'Alzheimer, etc., par manque de stimulation. Donc il faut absolument continuer avec cette stimulation et le fait de stimuler le cerveau, par contre, lui, il a été prouvé que, fort heureusement, c'est une bonne nouvelle pour nous, pour l'être humain, c'est que les cellules cérébrales stimulées, travaillées, peuvent régénérer. On peut voir de certaines cellules régénérer, ce qui est une très très bonne nouvelle et ce qui doit pousser justement à favoriser et à pousser vers la correction de cette surdité. Alors ça nous ramène également une nouvelle fois à l'implant cochléaire. Est-ce que ces résultats sont bien maîtrisés? Est-ce qu'il est bien toléré parce qu'il est implanté à l'intérieur du crâne?
Il y a une partie qui est implantée, alors pas forcément à l'intérieur du crâne, une partie est implantée dans cet os-là qu'on appelle la mastoïde, et une partie va rentrer dans la cochlée. C'est à l'intérieur, c'est à l'intérieur du crâne. Mais bon, vous n'avez pas tort. Et il y a toujours, quand on doit faire un implant cochléaire, il faut une appréciation du côté psychologique du patient. Est-ce qu'il va supporter cet apport? Est-ce qu'il va supporter cet appareillage? Est-ce qu'il va savoir le gérer? Est-ce que la famille va savoir le gérer? Est-ce que la famille va comprendre ce que c'est qu'un implant cochléaire? Parce qu'un implant cochléaire, ce n'est pas une machine, ce n'est pas un moteur d'une voiture. Vous changez une pièce et vous sortez au volant de votre voiture avec une pièce qui est à neuf. Non, la personne doit s'habituer à cet implant. Donc il y a une rééducation à avoir, une habituation, si vous voulez, à ce son. Et le son de l'implant cochléaire est légèrement différent du son humain. Et en fait, quand vous allez entendre parler, ou le patient, quand il entend parler quelqu'un avec un implant cochléaire, il va entendre le rythme de la voix, il va l'entendre de façon un petit peu robotisée. Ce sera lui, grâce à la rééducation, qui va compléter l'image. Et c'est ses souvenirs. Donc, exactement. Et c'est pour ça que nous, quand en termes d'implantation, on parle de surdité prélinguale ou postlinguale. C'est-à-dire qu'avant d'avoir acquis le langage, donc chez un enfant de 2 ans qui ne sait pas encore parler, ou quelqu'un qui a une surdité vers l'âge de 7 ans, 8 ans ou 20 ans, 30 ans, donc il y a déjà un bagage de langage suffisamment important, à ce moment-là, bien entendu, la transition est plus facile dans ce deuxième cas. En tout cas, si on doit vraiment garder un message de votre intervention avec nous aujourd'hui, Dr Sissène, c'est que la prise en charge est nécessaire et elle existe. Et aujourd'hui, le corps médical comprend l'importance de la préservation du capital santé pour améliorer le vieillissement, en fait. Tout à fait, et je ne peux pas non plus ne pas aborder le terme de la prévention. Oui. Le terme de la prévention qui va consister à traiter votre diabète, traiter votre hypertension, traiter votre obésité, traiter votre hypercholestérolémie, de faire du sport, tout ce qui peut améliorer la circulation sanguine, parce que vieillissement, c'est vieillissement des artères d'abord. Tout à fait. Donc même les micro-artères vont tendance à vieillir, donc il faut pouvoir les entretenir pour ralentir justement ce phénomène naturel au maximum. Merci beaucoup, docteur Amir Sissène, médecin ORL à Casablanca. À très vite sur notre plateau et sur medientv.com. Très bonne suite des programmes à toutes et à tous. Merci à toute l'équipe et au revoir.